équipe, donc, qui est constituée qui est multiculturelle, du coup, et multilingue, je suppose aussi. Donc, je ne retrouve plus maintenant. Voilà. Donc, Aphrodite Maravelaki, qui est de Grèce, et puis Cécile Hayes, qui est de Namur, donc en Belgique. Voilà. Donc, ils vont nous parler de croiser la déconstruction déridienne et théorie du double iceberg de Kamens pour une didactique des langues plurielles. Personnellement, je suis curieux d'apprendre ce qu'est le double iceberg de Kamens. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui. Voilà, nous sommes très heureuses d'être là aujourd'hui pour vous présenter le travail que nous faisons en formation des enseignants. Donc nous sommes enseignantes-chercheurs dans une haute école pédagogique et nous travaillons depuis plusieurs années maintenant autour d'un projet de didactique des langues plurielles. Et aujourd'hui, on va vous expliquer un peu comment on en est arrivé là où nous sommes. Alors pour cette présentation, on est parti d'une question assez simple. Comment les représentations collectives des langues façonnent-elles la façon dont on les utilise, bien sûr, mais aussi la façon dont on les enseigne et la façon dont on les apprend? Et pour y répondre, nous avons voulu croiser deux sources. La première, il y a été fait plusieurs fois question hier. C'est difficile de ne pas convoquer Derrida, le monolinguisme de l'autre, quand on s'intéresse à ces questions d'un point de vue philosophique. Et la seconde, c'est Kamens et la théorie du double iceberg. Alors, on va être très brève par rapport au monolinguisme de l'autre. Tout d'abord, cet essai, bien sûr, c'est un essai qui part d'une expérience singulière, mais qui a aussi, pour Derrida, le statut d'un exemple, en fait. À partir de cette posture singulière, de son rapport à la langue, de ce qu'il a vécu, eh bien, il a voulu, dans le monolinguisme de l'autre, essayer de dégager une portée plus universelle. Alors, quels sont les points saillants qu'on peut retirer du monolinguisme de l'autre? Tout d'abord, c'est que la langue doit être conquise, en fait. Qu'elle soit langue première, langue seconde, langue étrangère, langue maternelle ou pas, on doit se battre pour la posséder. Et donc, on a mis le terme « posséder » entre guillemets, parce que c'est un terme qui est abondamment commenté par Derrida. S'approprier la langue, même la langue dite maternelle, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est un acte imposé de l'extérieur, par tout un système assez contraignant qui passe par l'école, imposé de l'extérieur par la communauté. Et c'est en cela que Derrida dit que la langue, même la langue maternelle, est toujours la langue qui nous vient de l'autre. Enfin, tout petit, les enfants reçoivent et intériorisent cette injonction de devenir maîtres de leur langue. Donc en Belgique francophone, on a un cours dans la formation des futurs enseignants qui est le cours de maîtrise de la langue. Donc voilà, on est en plein dedans. Il faut maîtriser la langue. Alors, cette injonction que Derrida considère comme assez violente, assez forte, même si elle est tacite, et peut-être même parce qu'elle est tacite, repose sur un enchaînement de 3 présupposés. Premièrement, un premier présupposé qui mériterait d'être interrogé, c'est qu'il est possible et qu'il est même nécessaire de s'approprier totalement notre langue maternelle. Ensuite, deuxième présupposé, cela est possible parce qu'une langue une et commune existe quelque part, dans une grammaire peut-être absolue. Et enfin, cette unidentité de la langue partagée est le fondement, le ciment de la culture qui est elle-même homogène. Et donc il y a derrière cette injonction, évidemment, une injonction très politique. Vas-y. Attends.
Les conséquences, en fait, de cette injonction sont des conséquences assez symboliquement assez violentes. Hein. On retrouve, en fait, une sorte d'aliénation. L'utilisateur natif ne sera jamais digne de conquérir parfaitement sa propre langue, alors il est symboliquement privé de l'outil d'expression le plus précieux de sa pensée. Alors nos étudiants en fait disent, étudiants en français, hein, qu'ils vont enseigner le français, qu'on ne peut jamais maîtriser notre propre langue. En fait, ils ont cette impression, ce fantasme en fait que la langue est inaccessible. Mm-hmm. Oui, et qu'ils ne sont pas à la hauteur de leur langue. À la hauteur de leur langue. Deuxième et évidemment conséquence, c'est ces injonctions produisent de l'exclusion. Alors l'allophone restera toujours allophone, peu importe le niveau de maîtrise de la langue de l'autre. Alors encore un exemple en fait de notre pratique. Moi je demande toujours au début de la formation les enseignants si moi je suis bilingue. Et ils hésitent beaucoup à répondre avant de répondre. Et le troisième, ça produit de la discrimination, évidemment. Hein, on l'a entendu hier et aujourd'hui plusieurs fois. Les variations du français des ex-colonies ne remplaceront jamais le français de la métropole, qui reste un modèle inaccessible, encore une fois. Alors, voilà ces trois conséquences, en fait, et que pour nous, dans notre pratique, on les trouve tout le temps devant nous, en fait. Alors, de là, c'est la phrase emblématique, en fait, de monolinguisme de l'autre qui nous a beaucoup interpellés. C'est « oui, je n'ai qu'une langue, or ce n'est pas la mienne ». La réflexion, en fait, qui vient, c'est que le paradoxe de cette phrase de Derrida prend tout son sens dans nos écoles, en Belgique. On parle de la Belgique, mais je pense que vous pouvez trouver les liens avec votre pratique ou les écoles ailleurs, où le monolinguisme, réel ou imaginaire évidemment, est la norme et le plurilinguisme une anomalie. Alors, la visée implicite de la scolarisation monolingue serait l'effacement de la langue de l'autre, et son remplacement par la nouvelle langue, mais qui ne sera jamais reconnue comme la sienne. Alors là, effectivement, en fait, dans nos écoles, il y a un malaise. Dans les études, alors, où est-ce que Derrida rencontre Cummins dans notre pensée, hein? Alors, dans les études des années 70 et 80, Skudnav Kangas et Jim Cummins ont observé que les enfants en situation de bilinguisme soustractif, c'est-à-dire là où on a essayé en fait de remplacer leur langue de référence, ce n'est pas seulement les langues maternelles, hein, ça peut être les langues en fait comme l'outil de langue qu'ils avaient avant d'aller à l'école, et d'immersion sauvage, c'est-à-dire en les jetant dans des classes où il y avait des natifs, non natifs, sans prendre les mesures en fait particulières pour ces enfants, on produit des phénomènes comme de grands pourcentages d'échecs et de décrochages scolaires, ces enfants présentaient des troubles divers d'apprentissage et, dans les cas extrêmes, oublier leur langue maternelle ou leur langue de référence avant d'arriver à développer leurs compétences dans la nouvelle langue. Ce phénomène, qui a été appelé sémilinguisme, a été observé surtout chez les enfants minoritaires scolarisés en anglais ou en français au Canada, aux États-Unis, les aborigènes en Australie et, chose étonnante peut-être qu'on ne le connaît pas, mais les Finlandais scolarisés en suédois à l'époque où le finlandais était en fait une langue minoritaire dans la région. La conséquence que nous trouvons en fait très importante et on aimerait, si possible, renverser en fait dans notre formation et évidemment dans les écoles, mais c'est un projet plus large, c'est qu'en privant les enfants de leurs ressources linguistiques dans les langues de leur répertoire, on les prive et on se prive en même temps de tout leur déjà là pour faciliter l'apprentissage, leur scolarisation dans la nouvelle langue.
Et je sais que Cécile allait ajouter évidemment que les enfants francophones ont aussi, sont aussi dans ces cas-là, en les privant en fait de tout leur bagage culturel qu'ils amènent de leur maison, de leur idiolecte ou de façon de parler, on nous prive aussi en fait d'une richesse énorme culturelle et linguistique. Ben oui, c'est ça. Mais on y reviendra plus tard quand on parlera de la langue de scolarisation, qui est en fait une langue par rapport à laquelle tous les locuteurs, qu'ils soient natifs ou allophones, sont dans une situation de vulnérabilité. Parce que la langue de scolarisation, c'est une langue abstraite, décontextualisée, qu'aucun enfant ne parle à la maison. Alors, Cummins, afin disons, de donner des réponses à ces problèmes-là de scolarisation unilingue où les enfants perdaient leurs moyens, où les enseignants perdaient cette richesse en fait pour faciliter la scolarisation, il a proposé le double iceberg. Nous, on le voit comme multiple iceberg, où il a avancé l'hypothèse qu'il aurait une compétence cognitive linguistique sous-jacente commune de toutes les langues de notre répertoire qui est invisible un petit peu ou invisibilisée en fait, on ne la voit pas. Et ce qu'on voit seulement dans l'école, dans les classes, c'est vraiment les compétences qui sont interpersonnelles, communicatives, qui elles sont séparées. Alors, ce qu'on aimerait proposer, évidemment, c'est de faire référence à ces bagages très riches, en fait, qui se trouvent en dessous des eaux de la mer et où on peut trouver les ressources possibles, en fait, pour scolariser tous les enfants. Un exemple, parce que peut-être que c'est un petit peu abstrait, c'est l'exemple de la littératie ou de la lecture. Ici, vous êtes tous, on est tous plurilingues. Alors, lorsqu'on développe, on est alphabétisé dans une langue et on dépasse un niveau seuil en fait de certains éléments, etc. On transfère toutes nos compétences dans les stratégies, dans la lecture, en fait, dans une autre langue. Alors, à un moment donné, on ne sait pas si quelque chose on l'a lu en français, en grec, en anglais, etc. Pourquoi? Parce que justement, on fait référence dans cette capacité, cette compétence sous-jacente. Alors, pour conclure, on va venir avec voilà, la question, oui, on a presque fini. Qu'en est-il aujourd'hui en Belgique francophone? Parce que nous, c'est notre terrain d'action. Peut-être que vous le savez, mais la Belgique francophone est en train de mettre en place une réforme assez ambitieuse de l'enseignement, puisque notre système d'enseignement est un des plus inéquitables au monde. Et donc, nous sommes en train d'implémenter le pacte pour un enseignement d'excellence. Donc, ça va prendre 12 ans. Ça a démarré en 2018. Il y a plusieurs phases et la dernière phase est prévue pour 2030. Voilà, donc une politique à long terme, ce qui mérite d'être souligné. Et on peut clairement voir dans les textes du pacte une reconnaissance de l'hétérogénéité, qu'elle soit linguistique, socioculturelle ou autre, comme un levier d'apprentissage pour tous les élèves et non plus comme un problème. Alors, voilà, il y a des outils concrets par rapport à ça, un référentiel d'éveil aux langues pour tous les élèves dès la 3e maternelle, une attention explicite, un enseignement explicite de la langue de scolarisation pour tous les élèves dans toutes les disciplines et un soutien spécifique aux élèves les plus vulnérables face à la langue par des dispositifs de français langue d'apprentissage. Et donc on peut voir à travers ces outils une reconnaissance indirecte d'une compétence plurilingue à développer chez nos élèves. Alors,
Après ça, à notre niveau, nous, qu'est-ce qu'on fait avec ces intentions du pacte? Tout d'abord, on a été baigné par ce que dit Roland Gouagou, par les recherches de Roland Gouagou, qui montrent que pour pouvoir modifier les pratiques des enseignants, les mettre en contact directement avec la recherche ne suffit pas en fait. Il faut vraiment les accompagner à transformer leurs pratiques quotidiennes dans un travail de co-construction, dans un travail collaboratif. Donc c'est pour ça qu'on s'est engagé dans des recherches collaboratives de co-construction d'outils de différenciation. On a mis en place une communauté d'apprentissage de pratique autour de la langue de scolarisation et on travaille aussi dans notre haute école à un dispositif de formation de nos collègues qui ne sont pas didacticiens des langues, puisque la langue c'est vraiment quelque chose de transversal. Voilà, on a fini. Désolée. Oui. Alors, en fait, pour concrétiser le pacte aussi dans notre haute école, on propose dans la formation de futurs enseignants un curriculum basé sur la continuité plurilingue plutôt que sur le fonctionnement communicationnel. Pour tous les futurs enseignants, une formation en français de scolarisation interdisciplinarité, et pas seulement en fait dans les compétences linguistiques, dans les enseignants en fait qui vont enseigner le français, langue étrangère, langue seconde ou bien les langues étrangères. Et pour les futurs enseignants de langue maternelle ou étrangère, une formation commune en didactique des langues où les spécificités en fait de chaque didactique doivent se mettre en explicité et travailler en fait avec la réflexion et en lien avec leur pratique quotidienne en stage. Alors, voilà. Merci Aphrodite et Cécile, c'était très intéressant. Alors je pense qu'on a encore là. Est-ce qu'on a